Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce mardi 28 février. Et on débute comme toujours avec les principaux titres. Avant de s'envoler pour une tournée en Afrique centrale, Emmanuel Macron a donné un discours lundi à l'Elysée pour redéfinir la politique africaine de la France qui, selon lui, doit faire preuve d'humilité vis-à-vis du continent. Au Nigeria, le décompte des voix se poursuit pour désigner le prochain président du plus peuplé des pays africains. Si la course à l'investiture reste très serrée entre les trois favoris, le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, aurait, selon les premières estimations, une légère avance. Et pour terminer cette édition, nous nous rendrons au Cameroun où une délégation du FMI a rencontré le ministre des Finances pour évoquer la lutte contre le blanchiment d'argent et l'amélioration du climat des affaires dans le secteur privé. On débute donc cette édition avec Emmanuel Macron qui a amorcé hier une importante séquence africaine avec un grand discours à l'Elysée consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France sur un continent où son influence est contestée. Un discours durant lequel le chef de l'État a appelé la France à faire preuve d'humilité vis-à-vis de l'Afrique. Aymeric Torregno. L'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement. Face au déclin de l'influence de la France sur le continent africain, le président Emmanuel Macron définit de nouvelles orientations. Dans un discours équilibriste à quelques heures de sa tournée sur le continent, lundi, le chef d'État français a appelé à une profonde humilité de l'ancienne puissance coloniale vis-à-vis de l'Afrique. Emmanuel Macron le reconnaît, le temps où la France considérait ses anciennes colonies comme son précaré est révolu. Les paradigmes ont changé et il va falloir s'y adapter, reconnaît le patron de l'Élysée. Pour éviter la répétition de l'histoire, il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis 6 ans. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. Et au fond, de bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable. Alors que plusieurs autres puissances s'imposent de plus en plus sur le continent, avec l'augmentation d'un sentiment anti-français de plus en plus accru, manifesté par de nombreux jeunes Africains, la France prend la mesure de la situation et tente d'ajuster son discours. J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux, du défi sécuritaire, climatique au défi démographique, avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des États africains. Les propos d'Emmanuel Macron à la veille de sa tournée dans 4 pays africains intervient aussi après la fin de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel et le retrait forcé des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso. Désormais, le président français opte pour un nouveau modèle de partenariat militaire avec l'Afrique. Moins de présence directe des forces françaises sur les théâtres africains et plus de coopération visant une montée en puissance des armées locales. Malgré le ton empreint d'humilité du chef de l'État français sur le continent africain, l'on s'interroge sur la sincérité de ce discours et préfère se montrer prudent. Vous l'avez entendu, le président français débutera son déplacement africain au Gabon pour assister au sommet sur la forêt tropicale, une venue qui fait craindre aux défenseurs de l'environnement qu'elle ne soit que perçue comme l'adoubement de l'actuel dirigeant Ali Bongo Ondimba à 6 mois de la présidentielle gabonaise. Au Nigeria, 48 heures après le scrutin présidentiel, Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir, avait hier soir une légère avance sur ses concurrents. Des premières estimations à prendre avec beaucoup de précautions, étant donné que les votes n'ont pas encore été totalement comptabilisés, mais des premiers chiffres déjà contestés par les partis des 2 candidats de l'opposition qui ont dénoncé des manipulations. On fait le point avec Mathieu Nicolas. À peine le kiosque ouvert et déjà, des Nigérians s'amassent autour. Ils se sont précipités sur les journaux pour découvrir les premières tendances et résultats des élections. Chacun veut être au courant des dernières nouvelles. Ils sont impatients de connaître le successeur de Muhammadu Buhari. J'espère que tout va changer.
tout va changer. Le Nigeria sera un meilleur endroit pour nos enfants et ils auront un meilleur avenir. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, rien ne va plus. Mais avec les élections, tout redeviendra normal. Mardi, le décompte des voix après l'élection présidentielle reprenait au Nigeria. Pour l'instant, c'est Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir, qui semble prendre une légère avance avec plus de 3,8 millions de voix contre 3 millions de voix pour Atiku Abubakar. Devancé au niveau national, Peter Obi du Parti travailliste a toutefois créé la surprise. Il remporte de justesse le plus grand nombre de voix dans l'état stratégique de Lagos, pourtant fief de Bola Tinubu. Même si, au sein du parti, on remet en question le décompte des voix. Ce n'est pas comme si nous croyions que c'est la véritable représentation de la volonté de l'électorat de Lagos. Nous savons, et nos agents le savent, la CENI le sait et le public nigérian le sait, que la marge de victoire était nettement supérieure à ce qui est rapporté. Même si le vote s'est déroulé dans le calme, le processus électoral s'est compliqué au moment du transfert électronique des résultats expérimenté pour la première fois au niveau national. La plupart des agents, qui étaient censés télécharger les résultats depuis les bureaux sur une plateforme de la Commission électorale nationale, n'ont pas réussi à le faire. Ce qui a notamment provoqué l'ire du parti d'Atiku Abubakar, le PDP, le principal parti d'opposition. Si les résultats n'ont pas été téléchargés, nous, en tant que parti, ne pouvons pas attester que le processus est terminé. Le processus n'est pas terminé parce qu'il est défectueux. Les résultats n'ont pas été téléchargés et si ces résultats n'ont pas été téléchargés, nous allons certainement contester l'authenticité de toute présentation que vous faites ici. Cette présidentielle est l'une des plus serrées qu'ait connue le Nigeria. Jusqu'ici, Bola Tinubu a remporté 6 États, tandis que Atiku Abubakar en a gagné 5 et Peter Obi 3. Et les voix de nombreux États du Nord n'ont pas encore été comptabilisées. Même si l'annonce des résultats complets sera longue, la Commission électorale nationale, l'INEC, a promis que le nom du 5e président de la République du Nigeria sera dévoilé en fin de journée ce mardi. Et cette élection dans le pays le plus peuplé d'Afrique a mobilisé pas moins de 87 millions d'électeurs. Et pour l'équipe conjointe de surveillance des élections du Commonwealth, de l'Union africaine et de la CEDEAO qui ont tenu hier à Abuja une conférence de presse, cette élection qui s'est globalement déroulée dans le calme a respecté le droit de vote des Nigérians. On écoute Thabo Beki, le chef de l'équipe d'observation électorale du Commonwealth. Malgré les lacunes identifiées lors de ces élections, les Nigérians ont largement bénéficié du droit de vote. Nous sommes convaincus que les étapes finales de la collecte et de l'annonce des résultats continueront à être traitées de manière transparente, pacifique et crédible. Si le futur président nigérian continuera de lutter contre l'insécurité causée par les djihadistes et les bandes criminelles, dans le camp de Malkohi, à Yola, les personnes déplacées qui ont voté samedi espèrent que le nouveau gouvernement ne les oubliera pas et leur viendra en aide. Mathieu Nicolas. Camp de Malkohi, Yola. Avant de voter, les électeurs vérifient bien la liste des candidats pour être sûrs de bien choisir le nom qu'ils vont mettre dans l'urne. Comme des millions de Nigérians, ces déplacés se sont inscrits sur les listes électorales pour avoir leur mot à dire dans la désignation du successeur du président Muhammadu Buhari. Et leurs attentes sont grandes. Nos prières vont à celui qui remportera l'élection pour qu'il fasse preuve de miséricorde envers le peuple du Nigeria et qu'il nous aide. Ces électeurs dans le nord-est du Nigeria misent tous leurs espoirs sur ce scrutin. Cette région du pays est en proie à des violences terroristes. Beaucoup de Nigérians ont dû fuir leur maison et quitter leur vie du jour au lendemain. Ils ne souhaitent qu'une chose, revenir chez eux. La seule chose que nous voulons que le nouveau dirigeant fasse pour nous, les personnes déplacées, c'est qu'il nous ramène chez nous afin que nous puissions vivre comme des êtres humains normaux dans notre propre maison. C'est tout ce que nous voulons. Le Nigeria est dans l'attente des résultats provisoires des scrutins présidentiels et législatifs qui se sont parfois prolongés en raison de problèmes techniques
mais qui se sont globalement déroulées dans le calme. Les opérations de décompte se poursuivent, État par État. Mais il faudra du temps. Les quelques rares chiffres divulgués ont attribué la victoire de l'État clé de Lagos à l'outsider Peter Obi. Une surprise dans ce fief du parti au pouvoir. Au Mali, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a reçu lundi un projet de nouvelle constitution qui devrait être le point de départ d'un vaste chantier de réforme promis par les militaires pour justifier leur maintien au pouvoir. Un nouveau projet présenté comme final par la junte malienne qui n'a pourtant toujours pas été rendu public. On écoute le chef de la junte. La cérémonie qui nous réunit ce matin est l'aboutissement d'un processus qui s'inscrit dans la démarche du renouveau démocratique inclusif, exigé et attendu par le peuple malien. Si l'avant-projet de constitution a été accueilli avec beaucoup d'espoir par la majorité des Maliens, il a dans le même temps suscité des interrogations et même des appréhensions chez certains de nos concitoyens. Ceci est de l'ordre normal des choses, car on ne peut jamais avoir l'unanimité quand il s'agit de décider et de faire des choix concernant les questions importantes engageant la vie de la nation. Le document final que je reçois aujourd'hui cristallisera certainement l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Au Burkina Faso, une attaque au bilan encore inconnue a terrorisé dimanche les habitants de Partiaga, situés dans l'est du pays, qui n'ont pas hésité à comparer cette attaque par des djihadistes présumés à un film d'horreur, tout en accusant l'armée de les avoir abandonnés. On écoute Sinini Saïdou, le porte-parole des habitants de la commune de Partiaga. Une commune qui a demandé de l'aide depuis plus de 2 semaines. Une ville que les forces de défense et de sécurité ont démobilisée sans autorisation, tout en étant conscient d'avoir abandonné les populations entre les mains des seuls VDP, peu formés et peu outillés. Nous sommes déçus de cette façon de faire de nos autorités qui font la sourde oreille. Nous ne sommes pas en train de faire de la politique, mais nous crions que l'opinion nationale et internationale entende, que l'autorité que l'on dit n'avoir pas eu l'information l'entende et qu'ils viennent franchement nous aider. En Tunisie, les propos très durs du président Saïed à l'encontre des migrants subsahariens ont poussé un grand nombre d'entre eux à se rendre devant le siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, à Tunis, où ils dénoncent une situation insupportable. Je vous propose d'écouter quelques réactions de migrants qui ne désirent plus qu'une chose, rentrer chez eux. La situation est de plus en plus mauvaise. Quand on marche dans la rue, on entend des moqueries et des insultes. Nous demandons de rentrer chez nous. La situation est devenue insupportable. Nous lançons un appel au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Comme le peuple tunisien ne veut pas de réfugiés en Tunisie, nous demandons à être rapatriés au Niger ou au Rwanda. Mais tout le monde est libre de vivre dans un pays africain. Nous sommes les Africains tous. Mais pourquoi tant de racisme? Vous êtes en paix dans notre pays et ici, on n'est pas tranquille. Donc vraiment, moi je demande au président de voir tous ces petits problèmes. Nous sommes des frères. La Côte d'Ivoire, Mali, tous les Africains, on est des frères. On doit s'aider, on doit s'aimer. C'est ça le plus important. Au Cameroun, une délégation du Fonds monétaire international a échangé avec le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, dans le cadre de leur mission d'assistance technique pour le diagnostic des vulnérabilités de gouvernance au Cameroun, une mission qui a pour objectif de lutter contre le blanchiment d'argent et l'amélioration du climat des affaires dans le secteur privé. Chimène Baleba, Pierre Parfait-Ndongo et Cyril Guijoy. Le ministère des Finances a accueilli très tôt ce matin une forte délégation du Fonds monétaire international. Une mission de 2 jours qui évalue les vulnérabilités du système de gouvernance au Cameroun. Elle examine entre autres les insuffisances en matière de gestion des marchés publics ou de lutte contre le blanchiment d'argent. L'ambition est d'aider le pays à améliorer son climat des affaires pour un meilleur épanouissement du secteur privé.
Donc nous allons passer en revue la gouvernance budgétaire, la gouvernance fiscale, l'administration douanière, les politiques liées à la douane et l'administration des douanes. Ces questions sont importantes pour la croissance du secteur privé et la bonne organisation et la bonne marche des marchés financiers. Il y aura une partie de la mission consacrée à la lutte contre le blanchiment. Nos recommandations vont faire en sorte que le gouvernement camerounais puisse mettre en œuvre ces réformes en la matière de façon plus efficace. Après le ministère des Finances, cap au ministère de l'Économie. L'agenda de la délégation conduite par Joël Turkewitz prévoit demain mardi les travaux avec la CONAC et la NIF sur les stratégies de lutte contre la corruption et des échanges avec la Direction générale du budget sur la gestion des entreprises publiques et des collectivités territoriales décentralisées. 66 détenus morts en 2 mois dans la prison de Makala à Kinshasa. La situation extrêmement tendue autour de Bakhmout en Ukraine et TikTok visé par une vague d'interdictions. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Noël Dong, Ahmed Chignou et Souilas Bahi. En République démocratique du Congo, 66 détenus seraient morts depuis le 1er janvier dans la prison de Makala à Kinshasa. Ils seraient morts à cause de leurs conditions de détention, notamment de malnutrition et d'un manque de soins. C'est un défenseur des droits des prisonniers en République démocratique du Congo qui tire la sonnette d'alarme. Rien que pour le mois de février, l'on dénombre 35 décès. Construit à l'époque coloniale pour une capacité de 1500 personnes, ce centre pénitentiaire de Makala compte actuellement 10 790 détenus. Depuis le début de l'année, les autorités judiciaires ont accordé la libération conditionnelle à 635 détenus pour désengorger le lieu. L'armée ukrainienne reconnaît que la situation est extrêmement tendue autour de Bakhmout, notamment sous la pression du groupe paramilitaire Wagner. Depuis l'été, les troupes de Moscou tentent de prendre la ville de Bakhmout, à l'importance stratégique contestée mais devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que la situation devenait de plus en plus compliquée dans la ville. Dans leur volonté d'asphyxier cette cité minière, les Russes détruisent systématiquement tout ce qui peut être utilisé pour protéger les positions ukrainiennes. Ils ont aussi réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes. En Europe comme aux États-Unis, le réseau social TikTok fait l'objet d'une vague d'interdictions. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a ordonné aux agences fédérales américaines de bannir l'application de leurs appareils. Cette interdiction fait suite à une loi ratifiée par le président Joe Biden début janvier. Cette loi interdit le téléchargement et l'utilisation de TikTok sur les appareils des fonctionnaires de l'État fédéral américain. Jeudi dernier, la Commission européenne avait interdit aussi à ses employés d'utiliser TikTok d'ici le 15 mars en raison de problèmes de protection des données. Le Conseil européen considère TikTok comme une menace à sa cybersécurité. TikTok, dont la société mère ByteDance est chinoise, est soupçonnée de permettre au gouvernement chinois d'accéder aux données de ses utilisateurs. Retour en France où la réforme controversée des retraites arrive ce mardi au Sénat pour un premier examen en commission des affaires sociales avant de prendre la direction de l'hémicycle jeudi. La majorité de droite favorable à un report de l'âge de départ à 64 ans entend bien compléter la copie du gouvernement. Pour ce qui est de la gauche, qui compte une centaine de sénateurs, on compte bien faire entendre son opposition en présentant mercredi leur stratégie. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, fragilisé depuis plusieurs mois, a convoqué son comité exécutif ce matin pour remettre sa démission après 11 ans de mandat. Lourdement mis en cause par un audit du ministère des Sports, Noël Le Graët a été rattrapé par des accusations de harcèlement qui ont amené le parquet à ouvrir une enquête contre lui le 17 janvier dernier. Et on termine cette édition avec du foot, mais surtout avec le Polonais Marcin Oleksy qui a décroché hier soir à Paris le prix Puskás du plus beau but de l'année. Et pour cause amputée des 2 jambes, le joueur de 35 ans, comme vous venez de le voir, avait trouvé le chemin défilé d'un magnifique geste acrobatique. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À demain. Au revoir.